Ok, bonjour. Donc je me faisais pas d'illusions. Je sais que je viens pas à un meeting du Pardem et je viens pas ici pour faire des adhésions. D'autant que je voulais quand même préciser que j'enfile mon gilet jaune tout à fait régulièrement là où je vis, dans la banlieue de Paris, en Seine-Saint-Denis, et que j'ai participé aussi bien à des assemblées qu'à des manifestations. Voilà. Et je ne viens pas prêcher pour le Pardem quand je suis avec les gilets jaunes. Alors d'abord, je voudrais vraiment remercier le M17 de cette formidable initiative et finalement du courage qu'ils ont eu à inviter un parti politique, parce que c'est par les temps qui courent, un parti politique, c'est pas très fréquentable. Alors c'est vrai que le Pardem, le parti pour la démondialisation, le parti de la démondialisation, c'est un petit parti, et alors on a un avantage, on n'a jamais eu d'élu, on n'a jamais été au pouvoir, donc on n'a pas de gamelle, et on ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit. Non, vous allez comprendre rapidement qu'on ne présente personne aux élections européennes. Donc remercier le M17 et puis de cette initiative. Et puis commencer par une note d'optimisme en disant que nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux à avoir compris que l'Union européenne est une institution nocive, toxique pour les peuples, pour la démocratie, j'y reviendrai, pour les droits sociaux, pour l'emploi, pour la politique dans son sens le plus essentiel. Et je pense notamment, là maintenant, aux signataires du CNSJS, le Comité national pour la souveraineté et la justice sociale, qui a été créé en janvier 2019, avec des militants qui ont rompu avec la France insoumise au nom de la rupture avec l'Union européenne, à des militants qui ont rompu avec le Parti communiste français pour les mêmes raisons et qui agissent pour la sortie de l'Union européenne, au journal Rupture, qui, lui, contre vent et marée, publie chaque mois des analyses sur l'actualité de l'Union européenne, sans tabou, et aussi à des amis et camarades italiens, espagnols et grecs, autrichiens, membres de la coordination européenne pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN et du néolibéralisme. Et évidemment aux intervenants ici présents, puisque je crois que nous partageons une analyse très proche de l'Union européenne. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à dire que ce système machiavélique de l'Union européenne a tout verrouillé volontairement pour nous imposer une vision du monde fondée sur la concurrence et la guerre économique et sociale. Le système de l'Union européenne, en effet, a été construit pour retirer progressivement aux États membres des domaines entiers et décisifs de leur souveraineté. C'est le cas des guillemets compétences exclusives que s'arroge le système. Politique monétaire, commerce intérieur et international. C'est également le cas des politiques budgétaires ou de défense. Alors au Pardem, depuis des années, et avant dans d'autres mouvements, nous travaillons sur l'analyse de l'Union européenne, sur sa nature et pas seulement sur les effets que son existence engendre. Et nous avons travaillé d'arrache-pied à un programme de libération nationale que je ne vais pas vous lire parce qu'il fait seulement 350 pages, mais vous donner des billes d'une certaine manière pour que vous compreniez ce que nous sommes, ce que nous voulons. La société nouvelle que le Parti de la démondialisation veut contribuer à construire ne pourra voir le jour que si le peuple lutte pour reconquérir sa souveraineté à l'échelle de la nation. Sans reconquête de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale, aucune amélioration du sort des citoyens ne sera possible. Les différentes formes de la souveraineté ne sont pas à hiérarchiser, elles vont ensemble. L'abrogation de toutes les contraintes pour les exercer doit être engagée. C'est la condition de la citoyenneté dont le socle repose sur l'indivisibilité des droits, qu'ils soient politiques, civiques, sociaux ou économiques. L'État doit se doter de tous les moyens pour servir l'intérêt général. En cela, le programme du Pardem s'inspire du programme du Conseil national de la résistance, CNR, de 1944 et du processus politique de rassemblement du peuple qu'il avait lancé. Le programme du Pardem en est le prolongement contemporain. Sa portée révolutionnaire est incontestable, sans pour autant céder à la moindre démagogie et à l'enflure du verbe. Il se veut concret, précis, opérationnel.
Pour attaquer la question du soir, le caractère antidémocratique de l'Union européenne, il faut dire d'abord que mondialisation néolibérale et Union européenne fonctionnent, marchent main dans la main, et cela depuis la création de l'Union européenne. L'Union est un des piliers principaux de la mondialisation néolibérale. On pourrait même dire que mondialisation néolibérale et Union européenne forment un couple fusionnel, historiquement, institutionnellement, idéologiquement et pratiquement. Ce système politique a ouvert la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs condamnés à des bas salaires, à la précarité, au chômage, voire à l'immigration économique. Il sacrifie artisans, petits commerçants, petites entreprises sur l'autel de la concurrence européenne et mondiale. Il réduit les pensions de retraite et prépare une privatisation de la gestion de celles-ci, actuellement en douce comme d'habitude. Il contraint les administrations publiques à organiser des appels d'offres européens. Il délocalise l'industrie dans les pays à bas coûts salariaux. Il dépouille la France de son industrie et de ses travailleurs. Il privatise les biens publics. Il ferme des écoles, des hôpitaux, ruine l'agriculture paysanne, pollue air, mer et terre, détruit des milliers d'espèces animales et végétales. Tout cela pourquoi? Au nom du profit maximal pour une poignée de spéculateurs qui ont la vie douce grâce notamment aux paradis fiscaux. Le règne néolibéral, c'est la volonté de construire une civilisation par le marché libre et généralisé. C'est la fameuse gouvernance par des traités internationaux signés dans le dos des peuples. Et ce sont d'abord et surtout les institutions supranationales que sont l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et qui est au premier plan de la mise en œuvre de ce néolibéralisme prédateur, c'est l'Union européenne et l'euro, sa monnaie unique dont la valeur a été définie à partir de celle du Deutschmark. Les institutions supranationales décident de tout et partout, avec la complicité active des classes dirigeantes nationales et des gouvernements, abolissant les frontières, esclavagisant les peuples du Sud, réduits à être une main-d'œuvre bon marché dépourvue de droits, écrasant les peuples des pays occidentaux, trop coûteux à leurs yeux, trop bien lotis en protection sociale et en salaire. Elle les prive petit à petit, à pas feutrés, depuis la création de l'Union européenne, mais sans relâche de leurs acquis sociaux. Et enfin, surtout, pour que cette action soit vraiment radicale et finalement éternelle, elle confisque de fait la souveraineté nationale et populaire. La priorité est donc bien aujourd'hui de les reconquérir si nous voulons ici en France que le peuple puisse décider de ses conditions de vie, de ses lois, de son économie, de ses politiques sociales, de son organisation territoriale. Pour y parvenir, il est indispensable de sortir purement et simplement de toutes les institutions supranationales qui nous ligotent au système néolibéral, de nous débarrasser du Fonds monétaire international, de l'OMC, de la Banque mondiale, etc. Et d'abord, sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas « Ah, elle est dingue celle-là, ce qu'elle est en train de nous raconter, mais c'est pas possible ». Non, non, tout est possible à partir du moment où le peuple décide de défaire ce que la politique a fait. Et ça, c'est possible, et partout, et l'histoire nous l'a démontré, en France, mais aussi dans d'autres pays. Oui, l'Union européenne est totalement antidémocratique. Elle a même été conçue pour tuer la démocratie. Tout simplement, tout bonnement pour tuer la démocratie. L'Union européenne, c'est-à-dire les classes dominantes, dispose avec l'euro d'une arme de destruction massive des salaires et de l'emploi. En effet, la pression sur les salaires permet d'assurer la compétitivité des entreprises. Ça vous dit quelque chose, la compétitivité des entreprises? Macron, il a que ça à la bouche. Sur le marché international, en proposant des prix toujours plus bas que leurs concurrents. Alors, en comprimant les salaires, la demande est freinée, le chômage est encouragé. Rappelons-le, le chômage est un choix politique. Ce n'est pas une conséquence d'une économie qui serait là en lévitation. C'est un choix absolument politique. Parce que les classes dominantes ont besoin d'un fort taux de chômage pour discipliner le salariat et faire pression sur les salaires.
le patronat avait besoin de récupérer tout ce qu'il avait perdu pendant les 30 Glorieuses notamment. Et donc, il s'est organisé pour le faire. Et comme le disait le MEDEF, eh bien, la lutte de classe, nous, on sait ce que c'est, parce que c'est nous qui la gagnons. Cela explique pourquoi la zone euro est celle à l'échelle mondiale qui connaît la croissance économique la plus faible, la progression des salaires la plus lente et le taux de chômage le plus élevé, notamment pour les jeunes. Mais l'Union européenne est aussi antidémocratique par son architecture et son fonctionnement. Ce système très sophistiqué a été bâti pour éradiquer la démocratie, affaiblir l'État en le réduisant à des fonctions régaliennes, armée, police, justice, et même pour extirper des consciences la possibilité de penser autrement. L'Union européenne est une institution supranationale qui pisse du droit en jet continu. Elle nous inonde de normes, de directives. Elle réduit à peau de chagrin le rôle des parlements nationaux. C'est une institution qui règne sur 512 millions de personnes de 27 ou 28 pays, selon que nous comptons la Grande-Bretagne, qui va d'ailleurs voter aux élections européennes. L'Union européenne n'en est pas à un gag près, hein, sans jamais leur demander leur avis. Son organisation, c'est une usine à gaz, incompréhensible pour les citoyens, qui n'ont ni le temps ni le goût de passer des centaines d'heures à lire les textes tarabiscotés techno destinés à les enfumer. Alors, en réalité, qui sait comment ça fonctionne, ce bousin infernal de l'Union européenne? Commission européenne, Conseil européen, Parlement européen, qui n'en est pas vraiment un, je vais en parler, mais surtout, il y en a d'autres qui vont en parler. Cour de justice européenne, Comité des régions, Comité européen social et économique, consultatif, Banque centrale européenne, et en cerise sur le gâteau, 2 lieux de réunion du Parlement, Bruxelles et Strasbourg. Le résultat d'un compromis pour satisfaire tout le monde, qui coûte d'ailleurs, entre parenthèses, une fortune. Je n'aurai pas le temps de tout décrire. J'ai donc choisi de mettre en avant la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Mais il ne faut surtout pas négliger le rôle de la Cour de justice européenne, qui, elle aussi, fabrique du droit. Ni celui de la Banque centrale européenne, qui est la pièce maîtresse de la monnaie unique et l'instrument de la fabrication artificielle de la dette publique. Là non plus, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est avéré. Il y en a peut-être d'autres qui en parlent. En réalité, derrière ce fouillis apparent de structures auxquelles on ne comprend pas grand-chose, la Commission, c'est simple, la Commission européenne a le pouvoir. Et là, je vais citer les sources officielles de l'Union européenne. On ne pourra pas dire que je suis partisane, enfin, je suis partisane, si, hein, j'ai choisi mon camp. Mais quand je vais décrire, je vais vous lire les lignes qui suivent, eh bien, c'est le discours officiel de la Commission, enfin de l'Union européenne. La Commission européenne a le monopole de l'initiative législative. C'est clair, monopole de l'initiative législative. Donc, on va parler du Parlement européen, on va bien se rendre compte que le Parlement européen, il n'y a aucun pouvoir législatif, puisque c'est la Commission européenne. Elle dispose de pouvoirs importants dans des domaines tels que la concurrence et le commerce extérieur. Elle est le principal organe exécutif de l'Union européenne. Elle se compose d'un collège de membres comptant un commissaire par État membre. Elle supervise la mise en œuvre du droit de l'Union et le respect des traités par les États membres. Elle préside aussi les comités chargés de l'application du droit de l'Union. Alors la Commission, elle a la main sur tout. Elle exige d'ailleurs chaque année que chaque État lui fournisse un état des lieux sur l'avancée des réformes qu'elle attend. La Commission européenne délivre chaque année ses recommandations à chaque pays pour que soient menées les réformes nécessaires à encore plus de libéralisation, à moins de services publics, à la diminution des indemnités de chômage, des pensions de retraite, à la refonte de l'organisation territoriale. Et là, je pense en particulier à la loi NOTRe en France, à la création des métropoles, à la réduction du nombre de régions, à l'intercommunalité obligatoire privant les communes de leurs prérogatives et la suppression à terme des départements. Elle menace lorsque le déficit public dérape
Et si vous lisez, c'est vraiment passionnant, mais si quand même, c'est court et c'est instructif. Et si vous lisez les recommandations de la Commission européenne, publiées en général fin mai, vous constaterez que le calendrier du Parlement français de l'été et de l'automne correspond quasi exactement à ces réformes, entre guillemets, qu'il s'agisse là d'un gouvernement dit de gauche ou de droite, rien ne diffère. Hollande, Sarkozy, Macron, même politique, c'est celle de l'Union européenne, donc celle du néolibéralisme, pour faciliter encore et encore la mondialisation, c'est-à-dire le libre-échange généralisé. Les Grecs en font l'amère expérience, mise directement sous tutelle par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. La Grèce, sous gouvernement de gauche radicale, entre guillemets, a réduit les pensions de retraite de près de 50%, privatisé les ports, appauvri jusqu'à la corde les hôpitaux désormais sans médicaments, exigé le remboursement de la dette publique aux banques avec des taux d'intérêt insoutenables. La liste des méfaits de l'Union européenne en Grèce est trop longue pour que je puisse en dire plus aujourd'hui, mais je pense que vous en savez quelque chose. Je rappelle simplement ce qu'on pourrait considérer comme une petite anecdote, mais qui est à pleurer, c'est qu'au début de la, entre guillemets, crise grecque, Madame Merkel, chancelière allemande, a proposé de racheter des îles grecques au gouvernement grec pour éponger sa dette. La honte est absolue. La classe politique a fermé sa gueule. D'accord ? C'est grave, c'est quand même incroyable. Heureusement, Tsipras, ça au moins il a refusé. Il reste un semblant de dignité. Passons maintenant, deuxième structure, le Conseil européen. Alors le Conseil européen, on pourrait imaginer que c'est un Conseil européen. Non, non. Il est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres. S'il y a 27 pays membres, il y a 27 chefs d'État membres. S'il y en a 28, il y en a 28, etc. Il donne à l'Union européenne les impulsions nécessaires à son développement et définit les orientations politiques générales. Le président de la Commission européenne est membre du Conseil européen, mais sans droit de vote. Le président du Parlement s'exprime en début de chaque réunion. Il s'exprime. Le traité de Lisbonne a consacré le Conseil européen en tant qu'institution de l'Union et l'a doté d'une présidence de longue durée qui fait 2 ans et demi. Sachez que les décisions se prennent à la majorité qualifiée. J'y reviens pas pour le moment. Le Parlement européen, c'est certainement notre préféré, parce qu'en plus il est en plein dans l'actualité. Là, on est appelé à aller voter. En France, il y a 34 listes qui se battent comme des chiens pour avoir un super poste de pouvoir au Parlement européen. Franchement, il y a une ambiance absolument extraordinaire. Hein. Vous avez vu, tout le monde frétille dans la rue. Alors, le Parlement européen a été créé d'abord avec la CECA, la communauté économique pour le charbon et l'acier, en 1951, et il était composé de membres désignés par les parlements nationaux. Il y avait 142 membres qui composaient ce Parlement européen. Puis, en 1979, pour passer un peu de vernis sur le système antidémocratique de l'UE, il fut décidé que ces membres seraient élus directement par les citoyens de chaque pays, disposant d'un nombre de députés en fonction du nombre d'habitants. Donc depuis 1979, il y a de grandes cérémonies à l'occasion des élections européennes. Et depuis 1979, l'abstention ne cesse de grimper pour les élections européennes. C'est étonnant, ça devrait être le contraire. Mais... Les sources officielles de l'Union européenne sur le fonctionnement. Dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, notre copain, j'en parlerai tout à l'heure, celui pour lequel on a voté, je vous rappelle, qu'on a adhéré largement, le Parlement organise ses travaux de manière indépendante. Il arrête son règlement intérieur à la majorité des députés. C'est un pouvoir extraordinaire. Si les traités n'en disposent pas autrement, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés.
il décide de l'ordre du jour de ces périodes de session, lesquelles sont consacrées principalement à l'adoption des rapports élaborés par les commissions parlementaires, aux questions adressées à la Commission et au Conseil, aux débats d'actualité et d'urgence et aux déclarations de la présidence. Les réunions des commissions et les séances plénières sont publiques et retransmises sur Internet, donc ne vous gênez pas si un soir vous avez un coup de cafard, vous pouvez toujours aller vous rigoler et à regarder sur Internet les séances plénières, hein, franchement. En général, ils ne sont pas nombreux, donc ça va vite. Je ne suis même pas sûre qu'ils soient aussi nombreux que nous. Hein. En fait, il est clair, il est démontré que le Parlement européen n'est pas un vrai Parlement, puisqu'il est complètement sous la coupe de la Commission et du Conseil, qu'il ne peut pas changer une seule virgule aux traités qui régissent l'Union européenne, qu'il n'a la main ni sur les politiques économiques, ni sur les politiques sociales. Malgré toutes ces évidences qui prouvent le caractère fantoche du Parlement européen, eh bien on constate que presque tous les partis politiques se prêtent au jeu des élections européennes. Alors, pour certains, ils prétendent changer l'Union européenne de l'intérieur, créer un rapport de force politique favorable à une Europe sociale préservant l'environnement, prétendant pour d'autres qui se définissent comme eurosceptiques ou carrément pour un Frexit, vouloir devenir le cheval de Troie et se servir de l'espace médiatique que cela pourrait leur offrir afin de dénoncer l'Union européenne. Bref, tous prétextes de fausses bonnes raisons pour entretenir la machine de guerre néolibérale en participant à son fonctionnement et à sa notoriété. Car ce qui importe d'abord pour l'Union européenne, c'est le taux de participation à l'élection, peu importe les résultats du vote. Personne n'est inquiet au cœur de l'Union européenne, puisque tout le monde sait que le Parlement européen ne peut rien changer. Donc qu'on vote n'importe quoi, ça ne changera absolument rien, puisque le Parlement européen ne peut pas attaquer le cœur du système. Et ça, c'est absolument démontré. C'est pas une vue de l'esprit. Je suis pas en crise complotiste. J'ai pris mes médicaments. Voilà. Des milliers de lobbyistes ont leur bureau à Bruxelles. Ils déversent des milliers d'argumentaires destinés aux parlementaires européens en faveur de leurs intérêts financiers, industriels, etc. Ils sont même des prédateurs des... Oh, non. C'est vrai. Ils sont même... Désolé. Mais il est beau celui-là. Ils sont même des préparateurs de directives. T'avais envie de le dire. Hein. Mais c'est sorti tout seul. Il faut dire qu'avec les alliés dont ils disposent au sein même de la Commission européenne, leur travail porte leurs fruits, ces fruits sans grand obstacle, et là dans tous les domaines. Donc il y en a qui disent « Ouais, non mais ça va pas parce qu'il y a trop de lobby à Bruxelles, il faut que ça s'arrête, etc. » Mais pourquoi ça s'arrêterait? C'est fait pour ça. Ils sont tout proches, à Bruxelles. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a Bruxelles et Strasbourg comme Parlement, mais on n'a pas le temps de rentrer dans les détails croustillants. De surcroît, forte de sa position supranationale, l'Union européenne a le pouvoir de signer des traités internationaux en notre nom, au nom des 28 ou 27 pays, des traités internationaux de libre-échange, dont le CETA, avec le Canada, qui a été adopté. Et j'en profite pour rappeler à tout le monde que normalement, le Parlement français doit ratifier le CETA, que c'était prévu avant décembre 2018, mais que Macron l'a repoussé après les élections européennes. Donc tout de suite après les élections européennes, il va y avoir une session sur la ratification du CETA et qu'il ne faudra pas... se taire et se manifester à ce moment-là, parce que là, ce sont les parlementaires français qui vont prendre leurs responsabilités. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été associés. Mais il est déjà en application. Mais il est en application d'entrée. Il est en application d'entrée, mais il faut qu'il soit ratifié. Voilà. Et donc là, c'est politiquement que je dis ça, et surtout que derrière le CETA, il y a évidemment d'autres traités. Mais
Le CETA est le dernier traité qui aura besoin d'être ratifié par le Parlement national. Pas les autres, pas les suivants. Le JEFTA, avec le Japon, n'aura pas besoin d'être ratifié. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les cartons, il y a toujours le fameux TAFTA avec les USA. Il y en a d'autres avec l'Australie, etc., etc. Et donc, c'est la Commission qui négocie. Et les parlementaires européens ne sont même pas informés des termes et des avancées des négociations. Ça donne envie d'aller voter. Alors, si maintenant on entre dans les coulisses du théâtre européen, parce que les archives de la création de l'Union européenne sont désormais ouvertes. Les archives américaines, enfin états-uniennes, les archives de Genève, les archives de Lausanne et britanniques. Et donc là, on a la vérité des prix. C'est-à-dire que tous ceux, les méchants petits canards qui disaient que l'Union européenne, c'était pas le truc absolument génial avec les deux pères fondateurs, qui avaient eu une idée formidable un jour en se levant et en disant pour la paix, la liberté et l'amour de tout. Non, c'est clair. D'ailleurs, c'est pas ma tasse de thé, je vais avouer ma grande faute en public. Hein. J'ai acheté le bouquin de De Villiers qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Bon, j'y étais presque clando à la librairie pour acheter le bouquin de De Villiers. Dans le métro, j'avais mis une couverture au-dessus. J'exagère à peine. Hein. Et puis dans la librairie de Gaucho où je vais, de toute façon, ils me regardaient avec des yeux ronds et évidemment, ils ne l'avaient pas dans la librairie alors qu'ils avaient toute la littérature sur l'Union européenne par ailleurs. Donc, les archives sont ouvertes. Et dans le bouquin de Villiers, vous avez les scans des pièces, des archives que vous pouvez, si vous n'avez pas envie de lire de Villiers, vous lisez au moins les archives et c'est formidable. Alors aujourd'hui, on ne peut plus nous traiter de complotistes. L'histoire de l'Union européenne, telle qu'on nous l'a racontée, est une fable depuis le début. Elle n'est pas née de l'esprit génial de quelques humanistes désirant la paix, la fraternité et la démocratie, mais elle a été enfantée par la volonté des États-Unis qui voulaient mettre la main sur l'Europe afin de contrer l'Union soviétique d'une part, mais aussi pour écouler leurs marchandises. Les archives sont désormais ouvertes et en attestent. Les vrais pères fondateurs sont états-uniens. Jean Monnet et Robert Schuman n'ont été que les agents des États-Unis. Est-ce que vous savez que les mémoires de Jean Monnet, devant laquelle les européistes se prosternent régulièrement, ont été financés par la fondation Ford, rédigés par des néolibéraux convaincus, issus de Sciences Po entre autres, triés sur le volet par le département d'État américain. C'est marqué dans le bouquin, il y a tout là. Et c'est pas De Villiers qui délire, ce sont les archives. D'autant que le projet initial et vicieux date encore d'avant. Dès 1943, Monnet, qui est un personnage sulfureux qui fréquente de très près les milieux d'affaires des États-Unis, eh bien Monnet considère, guillemets, que les nations sont les dispensateurs des germes de division et de guerre. L'homme qui rédige la préface des mémoires de Jean Monnet, qui est un ami de Jean Monnet, George W. Ball, écrit « L'État-nation tel qu'il survit au XXe siècle est désormais, selon lui, Monnet, un anachronisme. Au sein d'une structure fédérale, l'action commune n'est plus soumise aux caprices des gouvernements. Pour se débarrasser des États-nations, il propose d'instituer une structure fédérale par étapes, fondée sur une communauté économique, puis politique, insérée dans des institutions supranationales, seules, souveraines. » Tout est écrit dès lors. En 1943, Monnet écrivait à Roosevelt, parce qu'il était pote avec Roosevelt, président des États-Unis. Il le connaissait depuis 1941. Et il écrit donc à Roosevelt, « Il n'y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur une base de souveraineté nationale. Il est donc essentiel que soit empêchée la reconstitution de la souveraineté économique. Les États d'Europe
devront former une fédération ou une entité européenne qui en fasse une unité économique commune. Tout est décidé à partir bien avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, l'Union européenne fait ses premiers pas avec la déclaration Schuman, puis la création de la CECA en 1951, et elle ne cesse de se construire. On est dans un processus infini. L'enfant est né petit, mais alors il grandit, il est devenu géant. Grignotant petit à petit les prérogatives des États-nations, 57 traités de Rome, 85 signatures des accords de Schengen, ça dit quelque chose, 86 signatures de l'acte unique européen, 92 Maastricht, 2005 TCE, mais là, bing, raté. 2008 traité de Lisbonne, pof, on l'a dans le cul. Intégré à la Constitution française, titre 15. 2012, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance sur la convergence de de l'Union économique et monétaire, notamment la zone euro. 2012, mécanisme européen de stabilité, dispositif européen de gestion des crises financières et de la zone euro. C'est facile à trouver, vous avez toute l'histoire. En fait, ce qui est terrible avec l'Union européenne, c'est que tout est écrit. Ouais, j'avais dit que j'avais... Bah, elle n'est pas finie. Il n'y a que 47 pages. Non. J'avais dit que j'avais besoin de temps. On verra dessus sur le jeu de questions-réponses. On pourra peut-être revenir après. Non. Bref, non, je ne peux pas revenir après, parce qu'après c'est tout bordélique. Bon, je vous raconte une petite anecdote quand même, parce que quand même. Donc je dis qu'ils utilisent... L'enjeu, c'était quand même de faire adhérer les adhérents à ce système complètement pervers et antidémocratique. Comment faire? Prenons un petit exemple. J'aime bien. En 92, à l'occasion du référendum sur le traité de Maastricht, il y a eu un débat à la télévision, opposant François Mitterrand, alors président de la République, acteur majeur du oui à Maastricht, et Philippe Séguin, qui prônait le non. Mitterrand se livra à un plaidoyer totalement mensonger, vous pouvez le revoir sur Internet, c'est formidable. Et la majorité des électeurs a été rassurée grâce au père Mitterrand, de justesse, puisque de justesse Maastricht est passé, par sa manière de procéder, de présenter l'opération. L'Union européenne est un processus. Les institutions françaises ne disparaissent pas, ne vous inquiétez pas, tout reste en place. Le Parlement national, le gouvernement, les collectivités locales, les régions, les corps intermédiaires. Seules quelques petites compétences seront transférées à l'UE. Alors on ne va quand même pas chipoter pour quelques compétences, alors que le projet, c'est Mitterrand qui le dit, est tellement enthousiasmant, apportant une paix perpétuelle en Europe et un avenir radieux pour les jeunes générations. Le projet présenté par Mitterrand est angélique et mensonger, mais la fable était si belle que tout le monde continue à vouloir y croire. Pas seulement parce que c'est Mitterrand qui le dit, parce que depuis lors, le même discours est repris en chœur par tous ceux qui veulent de l'Europe. Alors je ne peux pas ne pas dire quelque chose sur la propagande. J'ai encore 5 pages, je ne vais pas vous les dire. Propagande, bourrage de crâne partout, tous les jours, dans tous les pays de l'Union européenne. Pour avancer dans la construction européenne, il fallait contenir les risques de rébellion des peuples. Ainsi, les européistes mondialistes ont-ils orchestré depuis la Deuxième Guerre mondiale une guerre idéologique continue. La propagande a envahi les écrans de télé, la radio, la presse, le cinéma, la littérature, les manuels scolaires, les universités, la recherche, le syndicalisme, les associations, etc., créant ainsi un fatalisme, une résignation intériorisée ou mieux encore, une adhésion béate à l'Europe. Et attention, si quelques francs-tireurs s'avisent de dire le contraire, à coup d'arguments fondés sur l'analyse du vrai fonctionnement de l'UE, sa vraie nature. Quoi? Vous êtes contre l'Europe? Quoi? Vous voulez sortir de l'Europe? Mais vous êtes pour la guerre alors? Vous voulez du protectionnisme et le retour des frontières? Mais vous voulez le repli national, vous faites le jeu des partis xénophobes et de l'extrême droite. Les condamnations fusent de toutes parts, de droite, de gauche, du centre, des directions syndicales, de l'extrême gauche, des ONG, des intellectuels, de la plupart des économistes. L'Europe aboie-t-il, mais jamais l'Union européenne. Pourquoi cette confusion? Est-ce que parce qu'ils sont ignorants? Certainement pas. Ils le font à dessein.
C'est fait pour accréditer peu à peu, idéologiquement, la thèse d'une citoyenneté européenne, de l'existence d'un peuple européen. Et ce sont les mêmes pour qui les solutions ne seraient que mondiales. La nation étant périmée, le peuple ne disposerait d'ailleurs ni des connaissances ni de la lucidité nécessaire pour avoir un avis fondé. De peuple à populisme, il n'y a qu'un pas. Allez, je vous rassure, je saute quelques petites pages et je vais à la conclusion. Le Pardem appelait déjà au boycott en 2014. Aujourd'hui, nous n'avons absolument pas changé d'avis. Le Parlement européen n'a aucune légitimité. Il est un théâtre de guignols. Il n'a aucune des prérogatives d'un Parlement. Il ne représente pas le peuple. Il est le faire-valoir d'un système profondément antidémocratique. Voter, c'est reconnaître sa légitimité et son utilité. Oui, évidemment, il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, reconquérir la souveraineté nationale pour construire une société fidèle à liberté, égalité, fraternité, pour faire aboutir les justes revendications des Gilets jaunes. Oui, il faudra en passer par une nouvelle constitution française, débarrasser du titre 15 qui nous inféode à l'UE, reconstruire une monnaie nationale et en reprendre le contrôle par la Banque de France. Une fois libérés de l'UE, de façon unilatérale, c'est-à-dire sans l'article 50 du traité de Lisbonne, on voit ce que ça donne en Grande-Bretagne, dont nous ne reconnaissons pas la légitimité, nous aurons reconquis notre souveraineté, créant ainsi les conditions à un changement de régime pour démocratiser l'État, faire naître une démocratie vivante impliquant tous les citoyens et mettre en place des politiques économiques et sociales favorables à toutes les victimes de la mondialisation néolibérale, soit plus de 90% de la population. Nous pourrons aussi alors construire avec d'autres pays des coopérations internationales sur la base de la réciprocité et pas dans le cadre étriqué de l'Europe seulement, et non plus sur la concurrence. Pour cela, nous avons des outils à notre disposition. La charte de La Havane que nous actualiserons, fondée sur des principes d'échange équitable. Ouais, ça va être une bataille difficile. Ouais, c'est vrai, ça va pas être de la tarte. Ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être long. Mais ça nécessite un rapport de force intransigeant avec les classes dominantes, exigeant une mobilisation populaire massive et déterminée. Mais aujourd'hui, désormais, il y a un espoir. Il est là, bien vivant, avec l'extraordinaire mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il a déjà produit dans les consciences et dans les faits. Mes amis, mes camarades, mesdames, messieurs, selon que nous nous connaissons ou pas, nous n'avons plus le choix. Il nous faut mener ce combat vital, sauf à nous résigner pour longtemps, à être les esclaves d'un système profondément destructeur, tant pour les humains que pour l'environnement, la biodiversité et finalement la survie de l'humanité. Nous sommes aussi portés par tous ceux qui nous ont précédés dans les luttes et qui ont conquis des avancées sociales et démocratiques. Héritiers des sans-culottes, mais aussi de la résistance et du programme du Conseil national de la résistance, nous sommes pleins de leur courage et de leur lucidité. Aux heures les plus sombres du pays, ils ont non seulement résisté au nazisme et au régime de Vichy, mais ils ont pensé les jours heureux qu'ils voulaient voir advenir. Ce sont ces forces-là qui nous tiennent debout, tout autant que le refus viscéral d'un système qui tente d'effacer l'histoire populaire de la France et la souveraineté de son peuple.